Je me suis perdue. Je peux m'arrêter ici un bref instant pour regarder mon itinéraire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce sont des zébras blancs, là, comme ça. C'est interdit de circuler dessus et de même de s'arrêter. Vous avez d'ailleurs une ligne continue qui vous interdit de franchir pour aller ici. C'est pour des raisons de sécurité par rapport à l'intersection, pour ne pas gêner ceux qui tournent à gauche et à droite et pour leur laisser la visibilité aussi. Donc si je me suis perdue, je trouverai un endroit plus adéquat pour pouvoir regarder ma carte ou mon GPS ou mon téléphone aussi, un peu plus loin, là où je pourrais le faire en toute sécurité. Donc c'était réponse B. Je roule à 110 km/h. Je vais pouvoir me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on a un panneau qui nous dit qu'on est sur une fin de voie de véhicule lent. Je vous rappelle, voie de véhicule lent, c'est pour tous ceux qui roulent à 60 km/h ou moins de 60 km/h. Mais comme là c'est la fin, ça se termine donc ici. Moi je vais pouvoir donc, en effet, me rabattre dans la voie de droite. Donc c'était réponse A. La chaussée va passer de 2 voies à 1 voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on compte le nombre de voies, on se rend compte que là, il y a 3 voies. Donc, je vais passer de 3 voies à 2 voies puisque celle-ci va se terminer, hein. Il y a les flèches de rabattement, donc elle va bientôt s'arrêter et donc elle n'existera plus. Donc, on va se retrouver avec 2 voies. Donc, est-ce que je vais passer de 2 voies à 1 voie? Là, c'est non, réponse B, c'est de 3 voies à 2 voies. Je circule dans la bonne voie. Si on nous dit rien, c'est qu'on roule en marche normale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dépassement et qu'on respecte la limitation de vitesse et qu'on est à la vitesse maximale autorisée. Là, comme on ne me dit rien, je n'ai rien à faire dans la voie du milieu, je dois revenir dans la voie de droite parce qu'en marche normale, on roule à droite, obligatoirement. Donc là, c'était réponse B et D. Cette voiture bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si on revient en arrière, vous voyez là, il y a le panneau qui nous dit priorité ponctuelle. Donc priorité ponctuelle, ça veut dire que moi, je suis conducteur là actuellement prioritaire par rapport à la prochaine intersection. Donc la voiture qui venait de gauche doit me laisser passer. Du coup, la réponse est cette voiture bénéficie de la priorité de passage. Non, réponse B. Je vais rencontrer un feu tricolore dans 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé si je vais tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, les panneaux nous informent qu'on aura un feu tricolore. Alors après, il faut regarder si on est en agglomération ou pas. Et là, on voit pas de maison proximité. Le jour de l'examen, il n'y a pas de doute, hein. C'est soit il y a des maisons, vous êtes en agglomération, soit il y en a pas et vous êtes hors agglomération. Donc là, on est hors agglomération, donc c'est 150 mètres avant.
et pas 50 mètres. Donc c'était réponse B. Est-ce que je suis bien placée si je vais tout droit? Non, en marche normale, on doit toujours utiliser la voie de droite. La voie de gauche sera soit pour tourner à gauche, soit pour faire un dépassement. Donc c'était réponse B et D. Jeune conducteur, je peux circuler à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Alors, quand on a une limitation de 110 km/h, un jeune conducteur, lui, doit abaisser sa vitesse. Dans ce cas-là, il sera limité à 100 km/h. Ici, on demande le jeune conducteur à combien il peut circuler. On ne lui demande pas la limitation de vitesse, mais on demande à combien il peut circuler. Donc, il a le droit de circuler dans toutes les vitesses qui sont en dessous de 100 km/h, puisqu'il a droit à 100 km/h au maximum. D'où l'intérêt de bien lire le nombre de questions qui sont ici, parce que là, ça vous permet de voir qu'il faut répondre plusieurs questions. Et ça vous met la puce à l'oreille pour vous dire, tiens, c'est peut-être pas la limitation de vitesse, mais à combien je peux rouler? Eh ben, on peut rouler à 80, 90 et 100 km/h quand on est jeune conducteur, puisque ma vitesse maximale est de 100, donc j'ai le droit de rouler en dessous aussi si je le souhaite. Donc c'est ces trois réponses possibles. Réponse A, B et C. Pour faire descendre mon passager, je peux m'arrêter le long de ce trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur ce trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette vidéo-là, il fallait bien observer la signalisation, surtout les panneaux. Et là, si on revient en arrière, on voit que le panneau m'interdit de m'arrêter et de stationner avant et après ce panneau. Donc, je n'ai pas le droit de m'arrêter ni le long du trottoir, ni sur le trottoir. Donc, c'était réponse B et D. Je circule sur une route nationale, réponse A, une autoroute, réponse B. Comment peut-on savoir si on est sur l'autoroute ou pas? Là, quand vous avez un panneau d'aire de repos qui est bleu, quand il est bleu, c'est que vous êtes sur l'autoroute. Ça, c'est à savoir par cœur. Donc, c'était réponse B. La voiture se rabat trop près devant moi. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la voiture, elle a quasiment fini son dépassement. Elle est sur le devant. La route n'est pas large. Si je klaxonne, elle risque d'avoir peur et de faire un coup de volant, surtout que maintenant elle a terminé son dépassement. Donc, je risque de la mettre en danger et de me mettre en danger. C'est pas un danger immédiat. Elle va plus vite que moi, elle va finir par avoir un peu plus de distance que moi. Moi, au besoin, si je vois que c'est dangereux, je vais lâcher l'accélérateur pour augmenter mes distances. C'est ce qui est le mieux à faire. Donc, c'était réponse B. À la prochaine intersection, je peux rencontrer un stop. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors, on a un panneau qui nous dit route à caractère prioritaire.
Donc, je n'aurai pas de stop, je serai forcément prioritaire sur les prochaines intersections. Donc, c'était réponse B. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que là, c'est la ligne de rive, hein, donc là, c'est l'accotement. Et on peut voir que sur l'accotement, il y a un camion qui est arrêté. On ne sait pas pour quelle raison, mais il est arrêté. Et là, il existe le corridor de sécurité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Quand il y a un corridor de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si on le peut, et quand on le peut, on doit le faire, on doit s'écarter. Ok? Ici, est-ce que je peux m'écarter? C'est pour laisser plus de sécurité. Hein. Est-ce que je peux m'écarter? Bah oui, le véhicule est assez loin derrière. Je n'ai pas de véhicule non plus sur le côté. Donc rien ne m'empêche de m'écarter, parce qu'en plus de ça, je suis en sens unique. Hein. Je suis séparée par un terre-plein central. Donc je m'écarte. Donc est-ce que je change de voie? Oui. Réponse A. Je tourne à droite. Je passe? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À une intersection, en règle générale, donc là vous avez vu, vous avez le feu vert. Et en règle générale, quand vous avez le feu vert, quand vous allez tourner à droite ou à gauche, les piétons seront aussi au vert. Donc à chaque fois avant de tourner, il faudra vérifier si, évidemment le pictogramme s'il est vert, et s'il est vert, s'il n'y a pas de piéton non plus qui traverse d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc ici, là, il y a un piéton, donc je dois le laisser passer. Donc est-ce que je passe? Non. Réponse B. La zone de danger principale est en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C. Faites attention, là on nous demande la zone principale de danger, d'accord? Donc on doit déterminer là sur les trois, parce que les trois sont un danger, sur les trois, quel danger est le plus important? Alors, certes, celui de derrière nous colle un peu en fesses, mais si on agit correctement vers l'avant, on va pouvoir anticiper ce qui se passe à l'arrière. Le feu est vert, peut-être depuis un certain temps, il risque de passer orange, mais il est encore assez loin. Par contre, il y a quelque chose, hein, c'est un usager qui est fragile là devant, donc c'est un piéton, donc c'est un usager fragile par rapport à nous. Il est sur la chaussée, il est proche de notre véhicule et il ne nous regarde pas, il est en mouvement et il a l'air en plus de ça de vouloir ouvrir sa portière, donc de prendre encore plus de largeur, parce que quand il va ouvrir sa portière, lui va reculer un petit peu certainement en même temps. Et là, c'est un danger imminent, immédiat. Donc le danger, la zone de danger principale, ici, elle se trouve en C. Les documents à présenter lors d'un contrôle routier pendant une leçon de conduite sont le livret d'apprentissage de l'élève, réponse A, la demande de permis de conduire de l'élève, réponse B, le diplôme professionnel de l'enseignant, réponse C, l'autorisation d'enseigner de l'enseignant, réponse D. Que ce soit pendant son examen pratique ou pendant un contrôle routier, l'élève au permis de conduire, il doit pouvoir présenter son NEPH, donc son numéro d'enregistrement en fait. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle, le NEPH, c'est numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé. C'est le numéro d'identification de l'élève qui est donné par les préfectures au moment où vous inscrivez pour le passage du permis de conduire. L'élève doit aussi présenter son livret d'apprentissage. Donc ça peut être soit sur papier, soit dématérialisé maintenant sur informatique.
Ou alors, il doit aussi présenter une pièce d'identité valide. Si vous passez l'examen, il doit y avoir aussi la convocation de l'examen pratique et puis le document qui fait demande de permis de conduire, ça s'appelle le CERFA. D'accord? Ensuite, concernant l'enseignant, il doit présenter son permis de conduire et aussi son autorisation d'enseigner. Donc c'était réponse A, B et D. En période probatoire, je peux circuler à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la question est de savoir où est-ce qu'on se trouve sur ce type de route. Est-ce que je suis sur l'autoroute? Parce que c'est vrai que ça peut ressembler à l'autoroute, puisqu'on a un rail de sécurité qui nous sépare avec ceux d'en face, on a plusieurs voies. Il y a plein d'indices qui nous disent que non, en fait, on n'est pas sur l'autoroute. Déjà, vous avez ce panneau-là. Le panneau route prioritaire, vous ne l'aurez pas sur l'autoroute, parce que automatiquement, si vous êtes sur une autoroute, c'est que vous êtes sur une route prioritaire. Ensuite, les panneaux qui sont ici, là, eh bien, normalement, là, vous avez vu, vous avez le panneau qui vous dit « vous pouvez zoomer au fait ». C'est une nouveauté qu'il y a sur YouTube. Si vous voyez pas bien, par exemple, ce dessin-là, vous prenez sur vos téléphones, vous pincez comme pour agrandir une photo, comme vous faites sur vos téléphones habituellement, et vous allez voir, vous pouvez zoomer et regarder plus précisément ce qu'il y a sur la diapo. Ça, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à le faire si besoin. Donc, je reprends ce que je disais. Ici, là, vous avez le symbole qui vous dit entrée d'autoroute, d'accord? Donc, ça sera pour rejoindre l'autoroute A26. D'ailleurs, il n'y a même pas de direction notée pour l'instant. Donc, là, on n'est pas sur l'autoroute. Et celui-ci aussi, là, ce panneau-là, il n'est pas bleu, d'accord? Donc, s'il n'est pas bleu, c'est qu'on n'est pas sur l'autoroute non plus. Les panneaux doivent être bleus ici. Donc là, tout ça, ça nous dit qu'on n'est pas sur l'autoroute. Donc, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, qui est ici. Donc, quand on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, je vous rappelle la limitation de vitesse, elle est de 110 km/h pour n'importe quel conducteur, d'accord? Elle est de 110 km/h. Vous êtes jeune conducteur, donc quand c'est jeune conducteur, votre vitesse, elle redescend à 100 km/h. Ça, c'est pour les jeunes conducteurs, pour les A. Donc, en période probatoire, est-ce que je peux circuler à 110 km/h? Non, je suis limité à 100. Donc, en fait, c'est non pour les deux. Réponse B et D. Pour parcourir les derniers kilomètres, malgré la fatigue, je ferais mieux d'ouvrir la fenêtre, réponse A, de rouler plus rapidement, réponse B, de faire une pause, réponse C, de monter le son de la radio, réponse D. Quand on est fatigué, la seule chose qui est efficace, c'est de faire une pause. Il est conseillé d'ailleurs de faire une pause au moins toutes les 2 heures pendant 15 minutes. Donc c'était réponse C. Le reste n'est pas efficace. Sur cette route étroite, je peux circuler en feu de route et brouillard avant. Réponse A. En feu de croisement uniquement. Réponse B. En feu de position uniquement. Réponse C. Alors, ici, on est hors agglomération, sur une route étroite, puisqu'on nous le dit, mais on voit aussi qu'elle est sinueuse, d'accord, puisqu'elle tourne pas mal. Donc c'est une route étroite et sinueuse. Sur une route étroite et sinueuse, j'ai le droit d'utiliser mes feux de route et mes feux de brouillard avant, ok? Est-ce que je peux utiliser mes feux de croisement uniquement? Non, puisqu'il n'y a personne en face et qu'il n'y a pas de lampadaire d'allumé. Donc là, j'ai très peu de visibilité. Il serait dangereux de n'utiliser que les feux de croisement parce que ça n'éclaire pas si loin que ça finalement.
Donc je vais utiliser ce qui est le mieux pour moi, et je suis même obligée de le faire, ce sont les feux de route, puisqu'il n'y a personne en face et pas d'éclairage. Donc je dois mettre mes feux de route, je ne dois pas rester en feu de croisement, ok? Ensuite, est-ce que je peux utiliser les feux de position uniquement? Non, puisque c'est uniquement en agglomération éclairée. Donc c'était réponse A. En partant vers la gauche, je reste sur l'axe prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pareil, si vous avez des difficultés avec les priorités, n'hésitez pas à aller sur le lien où je vous explique tout. Donc voici ça c'est un autre lien. Comme ça, après, vous ne ferez plus du tout d'erreur là-dessus. Alors, donc en partant vers la gauche, est-ce que je reste sur l'axe prioritaire? Donc moi, je viens toujours du bas du trait. Ma route principale, c'est la route qui est épaisse, qui reste épaisse comme ça. Donc si je pars vers la gauche, je continue et je reste sur la route principale. Donc en effet, je reste sur l'axe prioritaire. Je serai prioritaire. Est-ce que je dois céder le passage aux autres usagers? Non. Les autres usagers, ils viennent de là ou de là. Et dans ce cas-là, ils auront un stop ou un céder le passage. Donc je n'ai pas à leur céder le passage. Donc c'était réponse A et D. Avant de monter dans la voiture, il faut vérifier l'espace libre. À l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. C'est important de faire le tour de la voiture. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir si on ne fait pas attention avant de monter sa voiture. Par exemple, le petit plot qui est ici, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que le conducteur, il est là, donc son regard, il est là, et à cause du tableau de bord, eh ben, il peut pas voir très à ras du sol. Donc, sa vision, elle va surtout être comme ça. D'accord? Et là, ça va descendre vers le bas, mais très progressivement. Donc, il ne peut pas voir ce qui se passe juste devant. Idem, là, à cause de la plage arrière, s'il se retourne dans son rétroviseur, il n'aura vu que dans cette zone-là. Ici, et puis tout ça là. Voilà. Donc là, il ne voit que ces zones-là. Donc si vous faites pas attention avant de monter dans votre véhicule, bah vous verrez pas tout ce qui peut se passer derrière. Et là, c'est dangereux. Donc dans tous les cas, je vérifie l'espace libre à l'avant et à l'arrière. Réponse A et C. Je ralentis et je me serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors normalement, quand on croise quelque chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur ou parce qu'il y a un danger, évidemment, on va ralentir et on se serre à droite. C'est la règle de base. Mais ici, si on se serre à... Évidemment, on va ralentir. Hein. Là, dans tous les cas, on ralentit. Encore plus dans cette situation parce qu'on voit qu'il y a de la neige. Donc, il faut vraiment que j'évite tous les changements d'allure brusques pour éviter à mon tour de perdre l'adhérence aussi. Ok ? Parce que là, on voit bien une voiture en travers avec un piéton. Donc là, c'est un danger qui est vraiment important. Donc, je vais ralentir le plus tôt possible et le plus doucement possible pour éviter de perdre mon adhérence. Est-ce que je serre à droite? Est-ce qu'on peut serrer à droite ici? Regardez bien. Là, il y a, on voit bien hein, que le chasse-neige a mis la neige sur les côtés. C'est souvent ce qui se passe à chaque fois. La neige est chassée sur le côté. Et donc, on ne peut pas serrer le bord droit parce que là, vous allez aussi perdre la maîtrise de votre véhicule et avoir aussi un accident. Donc, c'est réponse B. Je ralentis, oui, mais je ne peux pas me serrer à droite. Donc, réponse B. Les effets de l'alcool sur la conduite provoquent une augmentation du temps de réaction. Réponse A. Une meilleure maîtrise du véhicule. Réponse B.
Un excès de confiance, réponse C. Un comportement parfois agressif, réponse D. Alors, on nous demande les effets d'alcool sur la conduite. Qu'est-ce que ça provoque? Alors, en effet, ça va provoquer une augmentation du temps de réaction. On va être beaucoup moins réactif, donc c'était bien la réponse A. Non, ça ne provoque pas une meilleure maîtrise du véhicule, bien au contraire, on sera beaucoup moins alerte et beaucoup moins précis dans nos réactions, donc c'est l'inverse. Est-ce que ça provoque un excès de confiance? Des fois, oui, ça peut provoquer un excès de confiance. Souvent, la personne qui est alcoolisée se sent capable de conduire, pense avoir tous ses réflexes alors que ce n'est pas le cas. Et elle peut même avoir un comportement parfois agressif. Donc c'était bien la réponse A, C et D. Une oreillette portée à l'oreille est autorisée en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc maintenant, depuis le 1er juillet 2015, le port d'une oreillette, comme vous voyez sur son oreille, comme les téléphones maintenant, sont interdits en voiture. Donc là, c'est réponse B. Circulant à 90 km/h, je laisse une distance de sécurité minimale d'environ 20 mètres. Réponse A, 30 mètres. Réponse B, 40 mètres. Réponse C, 50 mètres. Réponse D. À 90 km/h, je laisse une distance d'environ, pour calculer, il faut prendre la distance de sécurité, c'est l'équivalent de 2 secondes, d'accord, d'intervalle entre moi et le véhicule qui est devant. La méthode facile pour calculer la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde, c'est de prendre le chiffre là, ici 9, de 90 km/h, et de le multiplier par 3, d'accord? Donc 3 fois 9 égale 27 mètres. Donc on arrondit à peu près à 25 mètres, ça sera beaucoup plus facile. Et si je le double, 25 mètres fois 2, pour avoir 2 secondes d'intervalle, ça fait 50 mètres. Donc 50 mètres, c'est la réponse D. Le symbole permettant de localiser les témoins d'usure est identique sur tous les pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce symbole-là, c'est en effet le témoin d'usure. Ça veut dire que si on remonte au niveau de ce symbole-là, on observe là, on le voit ici, une petite bosse là. Quand la gomme là, elle arrive à la même hauteur que cette bosse-là, c'est que le pneu est à changer. Alors, est-ce que c'est toujours ce symbole-là? Non. Des fois, vous aurez l'indice TWI, qui veut dire témoin d'usure en anglais, d'accord? Ou alors le petit bibendum aussi Michelin, vous savez, le petit bonhomme là, boursouflé. Donc, c'était réponse B. Cette installation présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si vous avez vos jambes ici, vos jambes vont être propulsées
à la vitesse d'une explosion, hein, parce qu'en fait c'est une explosion qui déclenche l'airbag. Donc là vos jambes elles vont être propulsées vers votre tête. Et dans ce cas-là, vous pouvez carrément vous défigurer le visage, ça arrive de temps en temps, hein, ou alors vous casser les jambes. Donc là, ne faites surtout pas ça quand vous avez un airbag. Donc là, cette installation présente un risque? Oui, réponse A. Dans les stations-service, les pistolets sont identifiables par un code couleur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il existe bien un code couleur qui correspond à chaque type de carburant. Donc ça, c'est pour éviter les erreurs lors du choix du carburant. Donc en gros, la couleur verte, c'est pour l'essence sans plomb. La couleur jaune, orange ou noire, des fois, c'est pour celui du gasoil. Donc là, c'était réponse A. J'ai des problèmes d'audition. Je dois passer une visite médicale pour avoir l'autorisation de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il n'y a pas de visite médicale à passer quand on a des problèmes d'audition, ça ne fait pas partie des restrictions. Donc là, c'était réponse B. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le permis B autorise la conduite d'un véhicule qui ne comporte pas plus de 9 places, c'est-à-dire conducteur compris. Donc, vous avez droit finalement à 8 passagers. Ensuite, avec un PTAC qui ne dépasse pas 3,5 tonnes. Avec le permis B, ça vous autorise à conduire aussi bien la boîte automatique que la boîte manuelle. Donc là, c'était réponse A et C. Les piétons sont tenus d'utiliser un passage piéton lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. Alors, les piétons sont tenus d'utiliser les passages piétons quand il y en a un à moins de 50 mètres de lui. Donc, la personne, là, vous voyez, elle a l'obligation d'utiliser ce passage piéton si elle est proche de ce passage piéton. Donc, admettons, cette personne-là, si elle veut traverser et aller de l'autre côté, elle aura l'obligation de contourner la voiture pour ensuite aller chercher le passage piéton et utiliser ce passage piéton. Donc là, c'était réponse A. J'ai pu parcourir 10 km pour trouver une station de gonflage. Par rapport à la préconisation du conducteur, je dois diminuer la pression des pneus de 0,3 bar. Réponse A. Augmenter la pression des pneus de 0,3 bar. Réponse B. C'était une des petites questions que je vous avais dit de réviser, ceux qui font partie de la petite formation pour avoir les astuces pour progresser plus rapidement. On va voir si vous avez donc bien révisé ça. En effet, quand vous parcourez 10 km, le pneu chauffe déjà. À partir des 3 km, le pneu va commencer à chauffer. Encore plus si vous roulez plus vite. Donc,
au bout des 3 km, il vaut mieux augmenter la pression des pneus. Donc là, c'était réponse B. J'augmente l'intervalle de sécurité si je circule à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, il y a de la neige. Le véhicule devant freine. Et encore un peu plus loin devant, il y a 2 scooters qui circulent, et ils n'ont pas peur, qui circulent sur la neige. Je ne sais pas s'ils freinent ou pas, mais ça reste dangereux, parce qu'à mon avis, eux, ils risquent de vraiment glisser dans le virage. Donc celle-ci est en train de freiner. Donc si j'arrive à 50 km/h, là je pense que c'est l'accident assuré. Là, si la voiture freine et que moi je glisse, là je tape automatiquement. D'accord? Même à 30 km/h, ça reste dangereux. Parce que si ma voiture commence à glisser, elle peut avancer toute seule, sans que j'accélère et tout en freinant ou en essayant de lâcher le frein progressivement pour reprendre l'adhérence. Mais si ma voiture glisse, elle glisse. Alors il vaut mieux augmenter ces distances de sécurité pour éviter de percuter la voiture de devant au cas où on perde l'adhérence de la voiture. Donc là, c'était réponse A et C. Dans tous les cas, il faut augmenter les distances de sécurité. Ce véhicule est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule est correctement arrêté. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors tout d'abord, vous voyez, c'est un trottoir qui est haut. Quand il y a un trottoir qui est haut, déjà, on n'a pas le droit de stationner dessus. S'il y avait eu un aménagement pour stationner à cheval, il aurait fallu avoir un panneau, ce qui n'est pas le cas, et il n'aurait pas fait un trottoir qui est haut comme ça. En plus de ça, c'est interdit de stationner ou de s'arrêter à proximité vraiment immédiate d'une intersection, de manière à pas gêner l'intersection. Parce que lui, moi, si je me mets ici, imaginez, le feu passe orange et ensuite rouge, donc je m'arrête, puisque mon feu est orange, ici. Le problème, c'est que comme il y a le véhicule qui est en stationnement, je vais me retrouver un peu à cheval. Et s'il y a un poids lourd qui vient de là, par exemple, vous savez, et qui a besoin de tourner comme ça, pour aller dans la rue, il peut pas tourner. Il bloque la circulation. Idem s'il vient de ce côté-là, il va couper la route un petit peu, et je vais bloquer la circulation. Donc on ne doit pas s'arrêter à proximité immédiate d'une intersection. Donc là, c'était réponse B et D. Pour passer le permis, l'acuité visuelle binoculaire après correction doit être supérieure ou égale à 1/10, réponse A, 5/10, réponse B. Alors, la vision binoculaire, elle doit être au moins égale à 5/10 en effet. Et si vous avez un œil qui est borgne ou qui ne voit même pas 1/10, l'autre doit absolument pouvoir voir les 5/10 absolument. Donc c'est 5/10, réponse B. Ces deux conducteurs ont bu la même chose, leur alcoolémie sera identique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour même quantité d'alcool absorbé, pour la même chose, l'alcoolémie, elle peut en effet varier en fonction de plusieurs choses. Elle peut varier en fonction du poids, en fonction de si c'est un homme ou une femme, en fonction de l'état du foie de la personne aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent influencer le taux d'alcoolémie. Mais en règle générale, le taux sera quand même plus élevé chez une femme.
Pourquoi? Parce qu'elle est plus légère et qu'elle possède moins de tissu musculaire et qu'elle a un plus petit foie aussi. Donc pour vous donner une idée, en règle générale, pour un verre d'alcool, un homme atteindra à peu près 0,2 g par litre de sang, tandis qu'une femme pourra atteindre 0,3. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée. Donc c'était réponse B. Un de mes pneus est crevé. Je le remplace par une roue galette. Je ne peux pas dépasser 70 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. C'est à savoir par cœur. C'était réponse B, c'est 80 km/h. Je n'ai pas pris la bonne sortie. Je reviens sur la chaussée principale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on me dit que j'ai pas pris la bonne sortie qui est ici. J'aurais dû rester dans cette voie-là, dans la chaussée principale. Est-ce que, comme je me suis trompée, est-ce que je peux revenir dans la voie principale? Eh bien non, on ne peut pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des voitures qui sont derrière et qui roulent forcément plus vite que moi, puisque moi je dois ralentir pour prendre la sortie. Donc ils vont aller plus vite que moi, donc je vais les gêner. Mais en plus de ça, et ça c'est la raison principale, c'est que quand je vais commencer à m'écarter, je vais franchir cette ligne continue. Et là, c'est interdit de franchir une ligne continue. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas changer de voie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir et je vais essayer de retrouver mon itinéraire pour pouvoir reprendre la bonne direction, mais un peu plus tard. C'est pas grave, il y a toujours d'autres solutions. Ne jamais se mettre en panique. On va peut-être faire 3 km de plus, mais c'est pas bien grave plutôt que de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Donc là, c'était réponse B. Cette commande permet de faire fonctionner le lave-glace, réponse A, les clignotants, réponse B, les feux de brouillard avant, réponse C. Alors, non, le liquide lave-glace, c'est ce symbole-là. Les feux de brouillard avant, c'est ce symbole-là que vous n'avez pas non plus. Là, ce sont les clignotants. C'est ce symbole-là, là. Là, ça, c'est les clignotants, gauche et droite. Donc, c'était réponse B. Pour croiser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres, réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0,50 m, réponse D. Ça, c'est une règle de base que vous devez absolument connaître et ne jamais faire d'erreur là-dessus. Quand vous êtes hors agglomération, l'intervalle minimum est de 1,50 m. Et quand vous êtes en agglomération, le minimum, c'est 1 mètre. Donc ici, nous sommes hors agglomération, donc c'était réponse B. Rouler en 4e en ville, c'est possible? Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est économique? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vu le coût du carburant en ce moment, je sens qu'il y en a qui vont un peu plus écouter cette question-là. Oui, rouler en 4e en ville, c'est plus économique, en effet, parce que le régime moteur tourne moins vite et donc on consomme moins.
En éco-conduite, on apprend des fois même dans certaines situations à mettre la 5e en vide. Ça peut être possible. Attention, ça dépend des situations, ça dépend du contexte. Donc là, c'était réponse A et C. Détacher sa ceinture de sécurité avant l'arrêt complet du véhicule présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je sais pas si vous le savez, mais même à 30 km/h, une personne qui n'a pas sa ceinture de sécurité peut être éjectée en cas d'accident. Il peut déjà traverser le pare-brise. Donc c'est déjà violent à 30 km/h. C'est pour ça qu'il faut attendre l'arrêt complet du véhicule pour pouvoir enlever sa ceinture de sécurité. Donc en effet, ça présente un risque. Donc c'est bien réponse A.